Nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Claude Samouillet, donc, qui est président d'Amnesty International France. Et je voulais remercier les organisateurs de cette soirée de nous avoir invités, d'avoir invité Amnesty International à présenter ce rapport si important. Et il ne fallait surtout pas que ce rapport reste dans un tiroir ou dans un placard. Donc on en est à peu près à une quarantaine d'interventions aujourd'hui, invitées par des partenaires habituels qu'on retrouve aujourd'hui dans la salle. Donc c'est quelque chose de très important pour nous. Nous n'avons pas tous les mêmes positions. Nous n'avons pas tous les mêmes moyens d'action concernant la situation en Israël et dans les territoires occupés, mais néanmoins, il y a plus de choses qui nous rapprochent que de choses qui nous éloignent, et c'est la raison pour laquelle je tenais à vous remercier chaleureusement de nous avoir invités à cette soirée. Le rapport d'Amnesty, donc, c'est quelque chose de copieux. Tu as dit touffu, c'est vexatoire ça. Il est copieux, et il fait plus de 300 pages. Il y a un extrait d'une trentaine de pages qui est traduit en français que vous pouvez trouver sur le site amnesty.fr, qui suffit amplement à voir toute l'étendue des violations que nous relevons. Ce rapport a mis 4 ans pour être publié, pour être écrit. Il y a eu des recherches importantes faites au niveau législatif, au niveau de la réglementation, au niveau des ordonnances militaires, mais également au niveau des plans d'occupation des sols. Enfin, les gens qui ont fait ce rapport se sont vraiment fouillés pour collecter un maximum d'informations, un maximum de faits. Et puis nous avons également soumis nos recommandations à des juristes de haut niveau, de façon à ce qu'on soit sûr à ne pas raconter de bêtises, parce que la situation est compliquée, c'est très compliqué la situation au niveau législatif, au niveau des comportements, au niveau de la police militaire, au niveau de l'armée, enfin c'est très très compliqué, donc nous avons tenu à être vraiment très très sécurisés dans ce que nous publions. Nous avons publié ça en janvier 2022, il y a eu des remarques, on a fait l'objet quand même de remarques parfois assez virulentes, mais nous sommes droit dans nos bottes, nous maintenons ce que nous avons écrit dans ce rapport, et voilà. Donc le petit film qui va vous être présenté, là, qui dure à peu près un quart d'heure, reprend les principales informations qu'on trouve dans le rapport, et après je reviendrai, si vous voulez, sur un certain nombre de points. Et j'essaierai de répondre à vos questions. Si je ne peux pas répondre à certaines questions, je me renseignerai et je vous les ferai passer les réponses dans la semaine ou dans les 15 jours qui suivent, de façon à ce que rien ne soit laissé sous silence. Donc on va fonctionner comme ça, si vous le voulez bien. Ok, donc sans attendre, je vous propose de regarder ce court film d'un quart d'heure sur le rapport d'Amnesty International, et on enchaîne ensuite. Je vais le déplacer parce que les gens ne peuvent pas voir. Quand vous entendez le mot apartheid, à quoi pensez-vous? Probablement aux images perturbantes de ségrégation raciale entre blancs et noirs en Afrique du Sud, où un régime dirigé par une minorité blanche raciste s'était déclaré officiellement supérieur à la majorité noire, puis les avait dominés. Le régime d'apartheid de l'Afrique du Sud a officiellement pris fin au milieu des années 1990, mais ça ne signifie pas que l'apartheid ne peut pas avoir lieu ailleurs. Ici en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, les Palestiniens sont poussés hors de leurs terres et de leurs maisons, séparés et ségrégés par des toits, des murs et des postes de contrôle. Ils vivent dans un état de peur, d'insécurité permanente et sont appauvris délibérément, alors que de l'autre côté, les autorités israéliennes ont donné à la population juive israélienne des privilèges sur les Palestiniens dans presque tous les aspects de la vie. La question se pose, cela s'apparente-t-il au crime d'apartheid? D'abord, définissons l'apartheid. Le crime contre l'humanité d'apartheid est commis lorsque de graves violations des droits humains spécifiques sont commises en vue d'instituer ou d'entretenir la domination d'un groupe racial sur un autre et d'opprimer systématiquement celui-ci. Ce système-là existe-t-il en Israël et dans les territoires palestiniens occupés? And there's been a growing debate about whether the situation in Israel and the occupied Palestinian territories is apartheid. And now is the time for us, as the world's largest human rights organization, to offer up our analysis. Our findings and criticism are directed not at the Jewish people, but at the Israeli state. It's the Israeli state that put in place the policies that implement the laws and the practices that oppress Palestinians.
Les dirigeants israéliens ont été clairs sur leurs intentions dès le début. En 1948, juste avant de devenir le premier ministre d'Israël, David Ben Gurion a déclaré, après avoir visité Yiftah et d'autres zones palestiniennes proches de Jérusalem, vidées de leurs habitants palestiniens après des attaques par les forces juives: il n'y a pas d'Arabes, 100% de Juifs. Si nous persistons, il est possible que dans 6 ou 8 mois, il y ait des changements considérables dans le pays. Très considérables et à notre avantage. Plus de 70 ans plus tard, en 2019, le Premier ministre de l'époque, Benjamin Netanyahou, a publié qu'Israël n'est pas l'État de tous ses citoyens, mais l'État-nation du peuple juif et uniquement du peuple juif. Il n'est donc guère surprenant qu'Israël ait construit un système de lois, politiques et pratiques discriminatoires qui ne privilègent que le peuple juif. Et les Palestiniens, ils vivent aussi ici. Ils étaient là bien avant la création d'Israël, mais comme nous allons l'expliquer, ils sont coincés depuis des décennies dans un système qui les traite comme un groupe racial inférieur et non juif. Avant la création d'Israël en 1948, les Palestiniens constituaient la majorité de la population, environ 70%, et possédaient 90% des terres privées, dans ce qui était la Palestine sous mandat. Les Juifs, qui pour beaucoup avaient émigré d'Europe, constituaient environ 30% de la population. Ils possédaient, avec les institutions juives, environ 6,5% des terres. The port of Haifa in Palestine lies shattered by bombs and strewn with dead. Dans le processus de création d'Israël en tant qu'État juif en 1948, les autorités israéliennes ont agi pour renverser la situation et sont responsables de l'expulsion de masse de Palestiniens et la destruction de centaines de villages, forçant environ 800 000 Palestiniens à quitter leurs maisons et leurs terres, et des milliers de Palestiniens et de Juifs ont été tués dans le cadre d'attaques contre des civils durant ce conflit. Aujourd'hui, il y a environ 6 millions de réfugiés palestiniens à qui Israël refuse le droit de rentrer chez eux. Après la guerre de 1967, Israël a occupé les territoires palestiniens de Cisjordanie, notamment de Jérusalem-Est et Gaza. Le régime militaire brutal d'Israël, associé à l'établissement et à l'expansion des colonies juives illégales, ont poussé de force les Palestiniens dans des enclaves, créant plus de fragmentation et de ségrégation. L'objectif, maintenir l'hégémonie des Juifs israéliens et un contrôle maximal sur les terres. Dans la ville de Jérusalem, la politique officielle d'Israël est de maintenir une majorité juive d'au moins 60% dans la ville. If you've always felt a deep yearning for Jerusalem, now is a once-in-a-lifetime opportunity, not only to stand within its gates, but also to build the home of your dreams there. Alors, où vivent tous les Palestiniens aujourd'hui? 3,4 millions vivent hors d'Israël et des territoires occupés, principalement dans des camps de réfugiés dans des pays voisins. 2,5 millions de Palestiniens vivent en Israël et à Jérusalem-Est, limités à des enclaves qui représentent 3% du territoire total. 3 millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie occupée, mais n'ont accès qu'à 40% du territoire pour vivre et travailler. Le reste est réservé aux colons juifs israéliens. 2 millions sont coincés dans la bande de Gaza, l'une des zones les plus densément peuplées au monde. La fragmentation de la société palestinienne et la dépossession de ses terres sont les principaux piliers du régime d'apartheid israélien pour entretenir domination et contrôle. Et ce n'est pas tout. La structure illégale de la nationalité et du statut, les restrictions du droit de circuler librement, le recours au régime militaire, la privation du droit de participer à la vie politique ou du droit de manifester pacifiquement et la séparation cruelle des familles s'ajoutent à ce système complexe. The world in general hasn't woken up to the fact that there is an entrenched system of oppression against Palestinians across Israel and the occupied Palestinian territories, wherever they may live, by the Israeli state. It's a system that's been put in place and maintained for decades, and it's that system that is the root cause of so many of the violations, the misery and the suffering that millions of Palestinians face on a daily basis. Pour comprendre cette ségrégation et cette oppression, il suffit de regarder le système de carte d'identité.
Les Juifs israéliens ont une carte d'identité avec un statut qui leur accorde le droit de vivre presque partout où ils veulent dans le pays. Ils peuvent se déplacer librement et ont accès au système de santé et à des ressources énormes. Les Palestiniens, en revanche, ont 4 types de cartes d'identité, s'ils en ont une. Le type de carte détermine le niveau de droit dont vous pouvez bénéficier et contrôle où vous pouvez aller et ce que vous pouvez faire. Si vous détenez une carte verte, cela signifie que vous êtes soumis au régime militaire. Et si votre carte verte a une adresse à Gaza, alors vous êtes coincé dans une prison à ciel ouvert de 365 km² sous blocus militaire israélien depuis 2007. Israël contrôle ce qui entre et sort, des jouets d'enfants au matériel médical. 90% de la population n'a pas accès à l'eau potable, 47% est au chômage et 56% vit dans la pauvreté. Les Palestiniens avec une carte de Gaza ont l'interdiction d'aller à Jérusalem et en Cisjordanie, même s'ils y ont de la famille. Certains qui vivent en Cisjordanie y sont considérés comme irréguliers et peuvent être expulsés vers Gaza immédiatement si l'armée les trouve, même s'ils vivent en Cisjordanie depuis des décennies. Tandis que si vous détenez une carte verte avec une adresse en Cisjordanie, alors vous vivez là. Avec cette carte, vous pouvez vivre dans certaines enclaves spécifiques, entourées de colonies israéliennes illégales. Un mur et des barrières de séparation sont construits autour de vous depuis 2002. Les Palestiniens l'appellent le mur de l'apartheid. Il fait 8 mètres de haut par endroit et 700 km de long. C'est 2 fois la taille du mur de Berlin et plus de 4 fois sa longueur. 80% du mur est construit à l'intérieur de la Cisjordanie, occupant encore plus de terres palestiniennes. Il y a des routes séparées pour les Israéliens et les Palestiniens, des centaines de points de contrôle un peu partout, sans parler de 54 années d'occupation qui ont détruit les vies de millions de Palestiniens. Les Palestiniens ayant une carte de Cisjordanie ne peuvent voyager à Gaza ou à Jérusalem-Est que si l'armée leur délivre un permis. Cette carte d'identité bleue est pour les Palestiniens de Jérusalem-Est. Ils peuvent voyager en Cisjordanie occupée ainsi qu'en Israël. Mais ils ne sont pas des citoyens israéliens et n'ont qu'un statut de résident. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas voter aux élections israéliennes et que s'ils quittent Jérusalem-Est trop longtemps pour étudier ou travailler à l'étranger ou dans d'autres parties de Cisjordanie occupée, leur statut de résident est révoqué et ils ne peuvent pas revenir. Depuis 1967, Israël a révoqué le statut de résident de plus de 14 600 Palestiniens de Jérusalem-Est. Enfin, les citoyens palestiniens d'Israël. Ils sont passés partout. C'est le groupe qui est resté en Israël malgré le nettoyage ethnique en 1948. Ils ont vécu sous le régime militaire d'Israël qui ne s'appliquait qu'à eux et pas aux juifs israéliens durant 18 ans entre 1948 et 1966. Ils ont reçu la citoyenneté mais ne pourront jamais avoir la nationalité et bénéficier de l'égalité à moins de devenir juifs, ce que la loi interdit. Ce sont les seuls Palestiniens qui peuvent se présenter et voter aux élections israéliennes et ils peuvent se déplacer assez librement, mais l'inégalité qu'ils subissent n'a jamais été abolie et ils sont confrontés à des discriminations institutionnalisées quotidiennes, même en tant que membres du Parlement. Et si ce système complexe de carte d'identité ne suffisait pas pour isoler la communauté palestinienne, en 2002, Israël a introduit une loi qui interdit le regroupement familial. C'est bien ça. Il prive les Palestiniens du droit de vivre avec leurs proches si leur carte d'identité est différente. Cette femme fait partie de milliers de Palestiniens à qui Israël refuse d'émettre une carte d'identité. Elle ne peut pas voyager ni embrasser sa famille, juste les voir à plusieurs mètres de l'autre côté de la frontière. Créer des racines et construire un foyer sont des aspects cruciaux de ce qui constitue une communauté forte. Pour veiller à ce que les communautés palestiniennes ne se développent pas davantage, Israël a rendu l'obtention d'un permis de construire quasi impossible pour les Palestiniens. Les Palestiniens se trouvent dans une situation sans issue. Pour avoir un toit ou développer leur communauté, ils doivent construire sans permis. Mais s'ils le font, Israël peut démolir les structures au motif qu'elles ont été construites sans permis. Plus de 150 000 Palestiniens vivent actuellement sous la menace constante de subir une démolition et une expulsion forcée, pour nombre d'entre eux pour la 2e ou 3e fois. En Cisjordanie, en 2020, en moyenne 18 structures palestiniennes ont été démolies chaque semaine. Toujours en 2020, Israël a émis 1094 permis de construire pour des demandeurs juifs contre un seul pour un Palestinien. On en revient au cœur du problème. Pour maintenir le caractère juif de l'État, Israël désavantage systématiquement les Palestiniens.
tout en privilégiant les Juifs israéliens. Ce privilège raciste a été consacré dans les lois, les politiques et les pratiques, et il permet aux ressources palestiniennes d'être saisies pour bénéficier économiquement aux citoyens juifs israéliens. The system of apartheid is the Israeli state's oppression and domination of Palestinians on a daily basis. It's the laws, the policies and the practices that it puts in place and then implements to control Palestinians' daily lives. And then the crimes of apartheid. The crimes of apartheid are those acts, those violations, those patterns of violations that Israel is committing to create and then maintain that system of apartheid. Amnesty International et d'autres organisations recueillent des éléments faisant état de schémas de graves atteintes aux droits humains et de crimes de droit international depuis des décennies. C'est la partie la plus visible et la plus violente de ce système. À la fin du mois de mai 2020, 4236 Palestiniens étaient détenus dans les prisons israéliennes et 352, dont 2 enfants, étaient détenus sans inculpation ni procès. Entre septembre 2000 et février 2017, les forces israéliennes ont tué 4868 Palestiniens dans les territoires palestiniens occupés, dont 1793 enfants en dehors de tout contexte de conflit armé. Et, à la connaissance d'Amnesty International, aucun soldat israélien n'a jamais été reconnu coupable d'avoir intentionnellement causé la mort d'un Palestinien dans les territoires palestiniens occupés depuis 1987. Ce déséquilibre de droit, de justice et d'obligation de rendre des comptes n'est jamais aussi évident que lorsque la vie d'un juif israélien semble avoir plus de valeur que celle d'un Palestinien. L'apartheid d'Israël et ses stratégies cruelles et prolongées désavantagent délibérément les Palestiniens où qu'ils vivent. Ils ne peuvent ni bénéficier ni jouir de l'égalité avec les juifs israéliens. Look, everyone can make a difference. Together, we need to speak out on behalf of Palestinians. We need to speak about the human rights violations that they are suffering. We need to talk about the apartheid, the system of apartheid to which they are subjected. Because by campaigning together, putting pressure on the Israeli state, we can have this system of apartheid dismantled. Join us, join our campaign. Everyone has the power to make a difference. Donc le contenu du rapport d'Amnesty, c'est un petit peu expliqué sur ce slide. Qu'est-ce qui est important pour nous? C'est que nous avons collecté des faits et nous les avons mis au regard du droit international. C'est-à-dire que nous, Amnesty, on se base sur le droit international et il y a 3 conventions qui parlent de l'apartheid, qui nomment la situation d'apartheid. La première, le premier texte international, c'est la Convention de 1965 sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale. C'est le premier texte. Le deuxième texte, c'est la Convention de 1973 sur l'élimination de la répression du crime d'apartheid. Et le troisième texte, qui est très important, c'est celui de 1988 qui porte le statut de Rome, qui va créer la Cour pénale internationale. Et dans ces 3 textes, il y a la définition du crime d'apartheid. Et le crime d'apartheid, c'est quoi? Il y a 3 contraintes, il y a trois bases qui doivent être réunies. La première, c'est un système d'oppression et de domination d'un groupe racial sur un autre. Mais la notion de groupe racial, c'est pas une notion comme on l'entendait en Afrique du Sud, par exemple. Il n'est pas question de suprémacisme blanc ou de choses comme ça. C'est un groupe racial au sens large, au sens juridique large. Ça peut être l'origine ethnique, ça peut être une communauté, ça peut être l'ascendance, ça peut être la religion. Enfin, c'est vraiment au sens. Il faut vraiment le concevoir au sens le plus large du terme. Mais c'est quand même la domination d'un groupe sur un autre. La deuxième caractéristique, c'est un ou des actes inhumains. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait des violations massives de droits humains pour caractériser le crime d'apartheid. Alors, en Israël et dans les territoires occupés, ce n'est pas les violations qui manquent, malheureusement. Il y a des transferts forcés de population, il y a de la torture, il y a des meurtres illégaux, il y a des détentions administratives. Donc il y a tout un tas de cas que nous avons documentés et qui prouvent qu'il y a bien des actes inhumains qui sont perpétrés dans cette région. Et le troisième critère, c'est une intention
de maintenir cette domination d'un groupe sur un autre sur la durée. Et là, ça fait 75 ans que ça dure, donc c'est une volonté de faire perdurer une situation de domination d'un groupe sur un autre en utilisant des moyens inhumains, des actes cruels et inhumains. Donc nous avons considéré, nous à Amnesty, que les trois conditions sont réunies pour qualifier la situation en Israël et dans les territoires occupés d'apartheid. D'autres l'ont fait avant nous. Human Rights Watch l'a fait avant nous. B'Tselem l'a fait avant nous. Mais elle l'avait fait dans les territoires occupés. Et Amnesty, c'est la première fois que nous allons dire qu'il y a une situation d'apartheid, y compris en Israël. Et c'est ce qu'on nous a beaucoup reproché à la publication de ce rapport, car tout le monde s'accorde à dire qu'effectivement, dans les territoires occupés, c'est pas bien ce qui se passe, mais c'est la première fois qu'une ONG insistait sur le fait que même en Israël, les Palestiniens israéliens étaient discriminés, vivaient une situation d'apartheid. On reviendra tout à l'heure sur les exemples que nous avons pu collecter. Le prochain slide, s'il vous plaît. Voilà, donc on va essayer de décrire le premier fait. Hein, donc la première chose, c'est un système d'oppression et de domination d'un groupe racial au sens large sur un autre. Ce qu'on constate, c'est que pour faire maintenir l'hégémonie juive sur la région, c'est-à-dire en Israël ou dans les territoires occupés, il y a une fragmentation, et cette fragmentation elle est à la fois territoriale et à la fois légale. C'est-à-dire que il y a une ségrégation et contrôle sur le droit. Les Palestiniens, on les retrouve dans 3 zones. Il y a Gaza, Jérusalem-Est et la Cisjordanie. Et dans chacune de ces 3 zones, les Palestiniens n'ont pas les mêmes droits et ne sont pas soumis à la même législation. Les citoyens, par exemple, et puis c'est très très difficile de circuler d'une zone à l'autre. En particulier pour les personnes qui habitent Gaza, c'est pratiquement impossible de se rendre à Jérusalem, en Cisjordanie ou en Israël, ou alors à l'étranger. Hein, donc là, il y a d'énormes difficultés donc les familles sont divisées, enfin, etc. C'est une situation qui est complètement fragmentée. Mais au niveau du droit, par exemple, les citoyens palestiniens d'Israël, ils ont la citoyenneté, ils sont citoyens israéliens, mais n'ont pas la nationalité israélienne. Donc ça, c'est une situation d'apartheid. C'est-à-dire que toutes les personnes vivant en Israël n'ont pas la même reconnaissance, n'ont pas tous la nationalité. Et ils dépendent du droit civil israélien, mais ils n'ont pas la même égalité avec les Juifs, et ça se retrouve au niveau de la participation politique. Et ça se retrouve au niveau des plans d'occupation des sols, par exemple, pour être très très terre à terre, si on peut dire, c'est qu'ils ne participent pas aux commissions qui répartissent le foncier en Israël. À Jérusalem-Est, c'est le droit civil israélien qui s'applique, mais les personnes n'ont pas la citoyenneté israélienne. Ils ont un statut baroque un peu de résident permanent. Et il suffit que la personne quitte Jérusalem-Est pour une longue période, pour faire des études, pour occuper pour sa profession, ou pour partir... Enfin bref, s'il part longuement de Jérusalem-Est, il peut perdre son statut de résident permanent. Et c'est un petit peu ce qui est arrivé à Salah Hamouri. Salah Hamouri, c'est une personne qui est franco-palestinienne, qui est en détention administrative, qui a passé pratiquement la moitié de sa vie en prison. Et là, il est en détention administrative depuis le mois de mars 2022. Et on lui a révoqué sa situation de citoyen permanent, de son statut de résident permanent à Jérusalem-Est. Et puis enfin, dans les territoires occupés, dans les territoires palestiniens occupés, c'est plus le droit civil qui s'applique, mais c'est le droit militaire. C'est-à-dire que les personnes dépendent d'ordonnances militaires. Donc il y a une volonté de fragmenter le peuple palestinien, diviser pour régner, c'est-à-dire que tous les Palestiniens, en fonction de l'endroit où ils habitent, n'ont pas les mêmes droits, ne sont pas soumis aux mêmes droits civils ou droits militaires, ce qui permet de maintenir une hégémonie des autorités israéliennes sur le peuple palestinien. Ensuite, la deuxième chose, alors ça a un peu bougé parce que ça dépend des ordinateurs, mais c'est le recours au pouvoir militaire pour contrôler et déposséder. C'est-à-dire que dans les territoires palestiniens occupés, par exemple, il y a 1800 ordonnances qui régissent la vie quotidienne des personnes qui habitent dans les territoires palestiniens occupés.
Depuis 1967, il y a plus de 800 000 hommes, femmes ou enfants qui ont été arrêtés et jugés par des tribunaux militaires. Alors on sait ce qu'est la justice militaire par rapport à la justice, c'est quand même en dehors de toutes les normes internationales, hein, c'est-à-dire que c'est une justice qui est souvent arbitraire. Et les colons, par contre, qui vivent finalement en Cisjordanie, les colons, eux, sont jugés par les tribunaux civils israéliens. Donc là aussi, sur un même territoire, les Palestiniens sont jugés par les tribunaux militaires et les colons sont jugés par le droit civil israélien. Donc encore un cas de discrimination. Ensuite, il y a la privation de nationalité, de lieu de résidence et de vie familiale. Alors qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la nationalité? On en a déjà un petit peu parlé, c'est les citoyens palestiniens qui vivent en Israël sont citoyens mais ne sont pas nationaux. Ils ne font pas le service militaire par exemple, et du fait qu'ils soient exemptés de service militaire, ils n'ont pas accès à des prestations ou à des allocations. On leur supprime, on leur interdit de toucher un certain nombre d'aides et d'allocations sous prétexte qu'ils sont exemptés du service militaire. Ils sont considérés un petit peu, on peut voir ça dans tous les règlements, dans toute la législation, ils sont considérés un petit peu, même si ce n'est pas dit en tant que tel, mais ils sont considérés comme les ennemis de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on se méfie d'eux et on fait tout pour qu'ils ne puissent pas s'exprimer au niveau politique. L'Israël, donc, il est rappelé que Israël, c'est l'État de la nation, c'est l'État de nation des Juifs et uniquement des Juifs. Et un autre exemple de discrimination à l'intérieur même d'Israël, c'est que autrefois, enfin il y a quelques temps, l'arabe et l'hébreu étaient des langues officielles, et maintenant il n'y a plus que l'hébreu qui est langue officielle. Donc encore un cas de discrimination. À Jérusalem-Est, bon, c'est le statut précaire de résident permanent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de citoyenneté, il n'y a pas vraiment de nationalité. Les personnes ont un statut de résident permanent qui ne correspond pas au niveau du droit international à quelque chose de précis. À Gaza, alors en Cisjordanie, les personnes n'ont ni nationalité, ni citoyenneté, ni statut, ils sont apatrides. Ils n'ont pas de citoyenneté. Et à Gaza, c'est pas l'interdiction. Donc là, on voit bien dans le film, les personnes sont complètement, ne peuvent pas sortir, sont complètement coincées sur cette bande le long de la mer. Et on verra tout à l'heure qu'il y a encore des... Non seulement ils sont en prison à ciel ouvert, si on peut dire, mais en plus, ils sont discriminés sur le plan économique, puisqu'ils n'ont pas droit aux zones de pêche, aux zones agricoles, à l'eau potable. Donc on y reviendra tout à l'heure. La situation à Gaza est sans doute la plus terrible. Les bouleversements de la vie familiale, donc c'est une autre façon d'oppresser et de dominer. Donc au niveau de la vie familiale, donc depuis 2000, suspension des procédures de regroupement familial, c'est-à-dire qu'il y a des familles qui sont complètement éclatées. Donc ces procédures, cette suspension des procédures de regroupement familial s'applique aux Palestiniens, mais ne s'applique pas bien évidemment aux colons juifs. Et depuis 2002, pas possible pour les Palestiniens de Cisjordanie ou de Gaza d'avoir un statut en Israël ou à Jérusalem-Est par le mariage. Donc il n'y a vraiment aucune possibilité de réunification familiale. Ce qui est une entorse, c'est une violation flagrante au droit international, le droit de vivre en famille étant un droit fondamental qui est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais dans plein d'autres conventions internationales. Ensuite, et ça, c'est sans doute ce qui est le plus spectaculaire, c'est les restrictions des déplacements. Donc des restrictions au sein même d'Israël et des territoires occupés. Donc on a vu, je ne vais pas y revenir dessus, mais on a vu que selon l'endroit où on habitait, on avait des cartes vertes ou des cartes bleues, qu'on ne pouvait pas passer d'un territoire à l'autre. Les agriculteurs sont parfois obligés de faire des kilomètres alors que le champ est juste en face de l'autre côté du mur ou de la clôture. Ça a des impacts énormes sur la situation économique des Palestiniens, sur le droit à la santé. Il y a des gens qui ne peuvent pas se faire hospitaliser, ou même, y compris en urgence, il faut une autorisation des militaires israéliens. Donc c'est une attaque, c'est une violation du droit à la santé pour les Palestiniens. Ça bouleverse également la scolarisation. Et on voit, enfin, moi j'ai été en Israël
on voit, je voulais rendre visite au village de Nabi Saleh. Hein, c'était un village que le groupe de Melun d'Amnesty auquel j'appartenais avait coaché un peu, parrainé un petit peu, enfin s'inquiétait de ce qui se passait. Donc j'avais été rendre visite aux personnes du village de Nabi Saleh. Et bien on voit bien que en bas du village, il y a un panneau qui dit « Vous sortez de la zone de contrôle israélienne, vous risquez votre vie », ambiance. Et après, vous allez dans le village, qui est un village de poussière, c'était un village d'agriculteurs autrefois. Et je suis invité par M. Tamimi, hein, qui est un des notables du village, et il m'invite à déjeuner. Après, à la fin, il m'invite à me laver les mains, et il y a un tout petit filet d'eau. Il me dit « Mais oui, mais c'est normal, c'est comme ça, parce que les Juifs, la colonie était juste en face, les Juifs ont détourné la source, et nous n'avons plus que 10 heures d'eau par semaine. » C'est-à-dire qu'ils remplissaient des bassines, et c'est un village d'agriculteurs qui ne pouvait donc plus vivre de l'agriculture, et on voyait les gazons verts des maisons juives de la colonie à côté, et voilà ce qui se passe, c'est le détournement de l'eau, des ressources naturelles, donc c'est une situation effectivement d'apartheid. Et alors les restrictions donc il y a des restrictions de déplacement à l'intérieur même d'Israël et des territoires occupés, et puis il y a des difficultés pour se rendre à l'étranger. Israël contrôle tous les points de passage en Cisjordanie et à Gaza. C'est pratiquement impossible pour un habitant de Gaza de se rendre à l'étranger. Les aéroports israéliens sont interdits aux habitants de Cisjordanie. L'armée, les forces de sécurité peuvent toujours interdire sur la base d'informations secrètes, en guillemets, c'est-à-dire que sans possibilité d'avoir des recours, on ne sait pas ce que sont ces informations secrètes, on ne peut pas réclamer, on ne peut pas s'y opposer, on ne peut pas faire un recours parce que ce sont des informations secrètes, donc c'est la loi de l'arbitraire qui interdit à des Palestiniens de se rendre à l'étranger. Et les Palestiniens d'Israël peuvent utiliser les aéroports israéliens, mais avec de grosses discriminations au moment des contrôles lors de l'embarquement. Les personnes passent parfois des heures à subir des questionnaires, des enquêtes, des fouilles, etc. Alors que ce n'est pas le cas pour les Israéliens ou les étrangers qui prennent ces aéroports. Alors après, une autre forme de domination, c'est des restrictions du droit à la participation politique. La loi fondamentale qui régit, c'est pas la Constitution, mais c'est une loi quand même très importante en Israël, interdit aux partis politiques, aux citoyens, aux nationaux, enfin tout le monde, interdiction de contester le concept de l'État-nation du peuple juif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne peut pas contester l'État-nation du peuple juif, tout ce qui vise à améliorer la situation des Palestiniens est considéré comme une atteinte à ce concept. C'est-à-dire qu'il y a des députés à la Knesset, il y a des députés palestiniens, mais qui ne peuvent pas se faire véritablement le porte-parole de leurs électeurs, parce qu'ils ne peuvent pas mettre en cause le fait de vouloir améliorer la situation des Palestiniens est considéré comme une atteinte à l'État-nation du peuple juif, et c'est ainsi que, certes, ils sont à la Knesset, mais ils n'ont pas véritablement de pouvoir politique. Alors, voilà, la commission électorale donc, en Israël peut disqualifier des candidats palestiniens s'ils visent à remettre en cause la définition d'Israël en tant qu'État juif et démocratique, d'inciter au racisme, de soutenir la lutte armée d'un État ou un groupe terroriste contre Israël. On se rend bien compte que cette phrase est très vague. C'est la porte ouverte à tous les arbitraires. Car qu'est-ce que c'est que remettre en cause la démocratie, un État démocratique ou un État juif? Donc ça réduit complètement la portée politique des élus palestiniens. Il reste une seule solution pour s'exprimer politiquement pour les Palestiniens, c'est de manifester. Et là, les manifestants palestiniens, s'ils sont arrêtés, eh ben, ils sont en détention provisoire, alors que les Juifs, s'ils manifestent, sont libérés sous caution. Donc là aussi, dans le traitement des manifestants, c'est pas la même chose, il y a une discrimination. Ça, c'est dans Israël. Maintenant, dans les territoires palestiniens occupés, il n'y a pratiquement pas de possibilité d'avoir une vie politique. Plus de 400 partis, ONG, même des ONG humanitaires, ont été interdites par Israël. On peut être arrêté, les Palestiniens peuvent être arrêtés pour adhésion et participation à une association illégale. Donc là aussi,
C'est la porte ouverte à tous les abus. L'un des principaux abus, c'est la détention administrative. En droit international, le droit international n'empêche pas la détention administrative, mais il faut qu'elle soit limitée dans le temps. Salah Hamouri est en détention administrative depuis mars 2022. Donc c'est des détentions administratives, donc sans qu'il y ait inculpation, sans que le juge se soit prononcé, sans que les personnes puissent avoir accès à un avocat. C'est la détention administrative de longue durée et formellement est une violation importante du droit international, des droits humains. Et puis donc, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais tous les Palestiniens qui sont arrêtés dans les territoires occupés sont soumis à la justice militaire. Et on sait que la justice militaire ne répond, mais j'en ai déjà parlé tout à l'heure, ne répond pas aux normes internationales d'équité lors des procès. Donc là aussi, c'est violation du droit international des droits de l'homme. Et interdiction dans les territoires palestiniens occupés de se réunir à plus de 10 personnes. Donc les manifestations, de fait, sont illégales. Et de fait, les manifestants doivent faire face à un recours à la force excessive de la part des forces de police ou de l'armée. À Jérusalem-Est, les Palestiniens peuvent participer et voter aux élections. Mais ils boycottent ces élections. Parce qu'ils considèrent que les dés sont pipés. Et donc, les Palestiniens qui ont ce droit de vote ne l'utilisent pas. Ils boycottent les élections. Voilà le premier point. Donc, c'est un système d'oppression et de domination d'un groupe sur un autre. Ensuite, donc on a vu la fragmentation territoriale et légale, en fait, et le droit. Il y a une autre façon de maintenir ce système d'oppression, c'est la dépossession des terres et des biens. Et donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de Palestiniens dans les plans d'occupation des sols, dans les comités, dans les commissions qui régissent les plans d'occupation des sols. Donc les droits des Palestiniens ne sont pas reconnus, ne sont pas pris en compte. Il y a des constructions non autorisées. On sait qu'il y a eu 1094 permis de construire en 2020 pour des Juifs, un seul pour les Palestiniens. Donc les Palestiniens, pour pouvoir vivre, construisent des maisons, construisent des habitations en toute illégalité, selon les forces israéliennes, et ces maisons sont détruites. Et on assiste à 18 destructions d'habitations par semaine, et il y a 50 000 habitations qui sont soumises à la démolition au bon vouloir des forces israéliennes. Donc la situation des Palestiniens est complètement précaire et complètement injuste parce que, certes, ils n'ont pas de permis de construire, mais on ne leur accorde pas de permis de construire. Alors dans le Negev et dans le Nakab, donc ce sont des régions au sud d'Israël, donc on est sur le territoire israélien. Il y a 35 villages où habitent 65 000 Bédouins qui vivent dans des villages non reconnus par les autorités israéliennes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de voirie, il n'y a pas de ramassement, il n'y a pas de ramassage des ordures, il n'y a pas de... ces villages sont considérés comme étant illégaux. Et les personnes n'ont pas de droit, il n'y a pas d'école, enfin, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'accès à l'eau. Donc ce sont des villages illégaux. À Jérusalem-Est, il y a un quota, 60% des habitants de Jérusalem-Est doivent être des personnes juives. Et résultat des courses... 40%, pardon, au moins 40%. Et le résultat des courses, c'est que 60% de la population de Jérusalem-Est est palestinienne et ils habitent sur 15% de la surface de Jérusalem-Est. Les permis de construire, j'en ai parlé, et puis donc tout ça, donc c'est justifié par des lois, parfois des lois ottomanes, parfois des lois anglaises, parfois des lois israéliennes. Enfin, il y a tout un micmac qu'on s'y retrouve pas exactement, mais là aussi, c'est fait exprès pour exproprier, pour qu'il y ait une domination quand même au niveau de la répartition, pour privilégier les familles, et les personnes juives. Il y a une loi qui est parfaitement inique, c'est la loi sur les absents. Là aussi sur les absents, qui sous prétexte que des villages, il n'y a plus les Palestiniens qui ont été chassés au cours des différentes guerres, au cours de l'histoire, qui ont été chassés, la loi sur la propriété des absents, c'est de récupérer, les institutions juives récupèrent ces villages, ces habitations, et parfois les absents, en fait, ils habitent à quelques dizaines de kilomètres seulement de leur village d'origine, mais ils ne peuvent pas revenir, ils ne sont plus chez eux, on les a expropriés, on a confisqué, Israël a confisqué leur habitation et leur terrain. On estime que, donc Amnesty estime que plus de 10 000 commerces ont été expropriés depuis
voilà, et 25 000 bâtiments, et 60% des terres fertiles appartenant à des réfugiés palestiniens ont été finalement accaparées par les autorités juives. En 2020, autre scandale des scandales et autre violation massive des droits humains, c'est la politique des colonies. Hein. En 2020, il y a 272 colonies juives avec 441 000 colons. 63% de la zone C, c'est-à-dire 40% de la Cisjordanie, bien évidemment, ce sont les terres les plus fertiles, appartiennent à des colons. En Cisjordanie. Et enfin, la troisième façon d'instaurer un système d'oppression, c'est l'étouffement du développement humain des Palestiniens, le développement économique notamment. Donc là, je vais citer quelques chiffres, quelques exemples pour bien faire voir dans quelles conditions de discrimination économique vivent les Palestiniens. Donc on sait que la fragmentation du territoire, le mur, les clôtures, tout ça ont un impact considérable sur l'activité économique des Palestiniens qui ne peuvent pas se développer. Hein. C'est tellement compliqué de passer d'un village à un autre, de se rendre au champ ou d'aller au travail. C'est tellement compliqué. Il y a tellement des checkpoints qui sont ouverts, parfois fermés, parfois retardés. Donc ça met la situation, ça étouffe complètement le développement économique des Palestiniens. On a un exemple également de choses iniques, c'est sur la bande de Gaza. Donc il y a Gaza qui est une prison à ciel ouvert, il y a une clôture et il y a une zone tampon qui peut faire de largeur 350 mètres à 1,5 km. Et là, les autorités israéliennes, l'armée israélienne pulvérise de pesticides ces zones qui pourtant sont des zones fertiles pour des raisons de sécurité, parce que les gens se cacheraient dans les herbes ou se cacheraient dans les arbustes. Donc là, il y a une politique de pulvérisation de pesticides le long de la clôture et le long de la frontière. Il y a des situations, des preuves d'appropriation illégale des ressources naturelles pour les colonies. Je vous parlais de l'eau, de la source de Nabi Saleh, mais c'est permanent. Les terres fertiles, l'eau, le gaz, le pétrole est confisqué. Et ce sont les Juifs qui récupèrent toutes ces ressources naturelles. Un autre exemple de discrimination économique, c'est la consommation d'eau par habitant et par jour. C'est un chiffre qui est important. Dans les territoires palestiniens occupés, la consommation est de 70 litres par jour. Les Juifs israéliens consomment 300 litres par jour. Et dans les colonies, c'est 369 litres par jour. Donc on voit bien la discrimination à l'accès vraiment à la source de vie. Hein. L'eau, c'est quand même la chose la plus importante pour vivre. Donc là, y compris là, il y a des discriminations. Au niveau de la santé, 2 chiffres. Au niveau de la mortalité infantile, qui est un indicateur très important au niveau de la santé, le taux de mortalité infantile pour les Arabes d'Israël est de 5,4 pour 1000 naissances, et pour les Juifs, c'est 2,4 pour 1000 naissances. Donc on voit que c'est plus de 2 fois moins de mortalité infantile. La dépense d'éducation par enfant, dans le niveau élémentaire, c'est moins 30% pour un enfant palestinien par rapport à un enfant juif. Au niveau intermédiaire, c'est moins 50%, et au niveau secondaire, c'est moins 75%. Un autre exemple, le budget de relance après la crise du Covid, 1,7% a été consacré aux Palestiniens, alors que c'était 19% pour l'ensemble de la population. Et à Gaza, l'exemple le plus significatif, c'est que les personnes de Gaza n'ont accès qu'à 35% des terres, et 85% des zones de pêche, 35% des terres et 85% des zones de pêche sont inaccessibles aux personnes qui habitent Gaza. Alors que normalement, les personnes de Gaza devraient vivre de la pêche. Et bien, il y a 85% des zones de pêche qui sont interdites parce qu'on a trouvé du pétrole, on a trouvé des gisements, donc ces zones sont impossibles d'accéder pour eux. Voilà la situation de domination. Les 3 façons de dominer un peuple par un autre. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant? Et la deuxième caractéristique, donc, ce sont les actes inhumains, cruels et inhumains. Alors, au niveau, donc les transferts
forcées de population. Hein, par exemple, dans le Negev et dans le Nakab, on transfère les populations parce qu'on veut instaurer des zones, des parcs naturels, où on veut instaurer des zones de tir militaire, où on a trouvé des zones archéologiques. Donc il y a beaucoup de moyens pour déplacer de façon forcée les populations, ce qui est un crime au regard du droit international. Ensuite, il y a la détention administrative, la torture et autres mauvais traitements. Donc les exemples là sont très nombreux. En détention arbitraire, à fin 2020, ça concernait 4236 personnes, dont 352 enfants. Des détentions sans inculpation, ça concernait 352 personnes, dont 2 enfants. Au niveau de la torture, la plus couramment utilisée, ce sont les entraves au niveau des membres, des attaches douloureuses, l'immobilisation dans des positions inconfortables, la privation de sommeil, les menaces d'exécution, le harcèlement sexuel, la détention prolongée à l'isolement et les insultes. Voilà ce qui est couramment pratiqué par les forces israéliennes. Au niveau des homicides illégaux, il y en a eu 4868 entre 2000 et 2017, dont 1793 enfants. Et notamment au niveau de la marche du retour à Gaza, entre 2018 et 2019, il y a eu 256 civils tués, dont 46 enfants, 8000 blessés par balles réelles. Les soldats, l'armée israélienne commet ces actes en toute impunité, puisqu'à notre connaissance, enfin on en parle dans le film, mais à notre connaissance, il n'y a pas eu de poursuite de quelconque soldat pour des crimes de guerre, ou voire des crimes contre l'humanité. Pour les réfugiés, il n'y a pas de droit au retour, et ça concerne 6 millions de personnes. Donc les personnes ne peuvent pas retourner chez elles, alors qu'Israël accueille tous les juifs du monde, hein, c'est l'État-nation des juifs du monde, donc là aussi il y a discrimination. Et enfin, il y a la loi de l'État-nation, exclusivement pour les juifs en 2018. Donc dans cette loi, il y a encouragement des colonies, alors que c'est un crime contre l'humanité au regard du droit international. Les colonies sont érigées en valeur nationale, donc les choses sont claires et nettes. Hein, on érige en valeur nationale une violation du droit international, un crime contre l'humanité. Les colonies représentent aujourd'hui 10% de la Cisjordanie. L'arabe n'est plus une langue officielle. Et voilà, et cette loi limite l'expression politique et le travail politique des députés palestiniens. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Donc c'est le peuple palestinien qui vit dans une peur permanente. Il y a toujours des ordonnances ou des règlements qui font qu'ils peuvent être arrêtés du jour au lendemain. S'ils manifestent, il y a une utilisation disproportionnée de la force policière ou de la force de l'armée. Hein. On voit que les manifestations sont souvent matées par parfois des tirs à balles réelles, en tout cas des bombes des grenades lacrymogènes, des grenades de désencerclement, des produits qui peuvent tuer. Et donc, voilà la situation que nous avons documentée dans ce rapport que nous avons publié le 1er février 2022. Merci. Le crime d'apartheid est considéré comme étant un crime contre l'humanité. Et on sait que c'est organisé. On voit, on a pu parler, tout ce qu'on a pu voir dans le film, c'est quelque chose d'organisé. Ce ne sont pas des actions ponctuelles, mais c'est vraiment organisé. Et donc nous, ce que nous demandons à Amnesty, c'est un certain nombre d'actions de la part de la communauté internationale et des États, mais on sait bien que c'est encore utopique, mais on demande à ce que les États se saisissent de la compétence universelle pour juger les responsables de ce crime d'apartheid, c'est-à-dire que si une personne du gouvernement israélien venait en France, le gouvernement français devrait poursuivre ces personnes pour crime contre l'humanité. Mais c'est pas demain la veille que ça va se passer. Alors ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui s'est passé au sein d'Amnesty suite à la publication de ce rapport. C'est pas la première fois. Au contraire, ça fait des décennies que Amnesty documente des crimes, des violations massives de droits humains à l'encontre des Palestiniens, mais également dans l'autre cas, où nous avons documenté également des crimes de guerre commis par certaines factions palestiniennes qui tirent des roquettes sur les populations civiles israéliennes. Donc on fait notre travail à Amnesty, hein, on est impartial, on sait que les violations les plus massives viennent du côté israélien, mais ça ne nous a pas empêché parfois d'alerter, de dénoncer des
des bombardements à l'aveugle qui venaient des forces palestiniennes.